Donc, il fallait qu'on trouve un projet qui ait une raison d'être lancé d'abord dans des marchés qui paraissent beaucoup moins sexy que le marché américain. Et ça ne peut pas être parce que ça n'existe pas encore au Vietnam, ça existe déjà aux États-Unis. Et donc, quand on aura fini notre boulot au Vietnam, on va se faire bouffer par les Américains. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui fait que, une fois qu'on aura réussi ici, on sera meilleur que les Américains. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Jean-François, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Ça fait plaisir d'être reçu. Merci de venir à nous et à moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose pour qu'on commence cette émission, c'est tout d'abord que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et aussi d'où tu viens, tes origines et le début de ton parcours. D'accord. Jean-François, un nom où il y a le nom du pays dedans. Donc, je suis né, j'ai grandi en France, principalement grandi dans la forêt d'Orléans, un petit village de 50 habitants. Études, classe prépa, grande école. Et puis ensuite, commencer ma carrière chez Microsoft, très rapidement en France. Et puis, pendant quelques mois, quasiment une année, je suis parti ensuite en Angleterre, Gartner, qui est une société de conseil en technologie. Ils m'ont envoyé en Afrique du Sud au bout de quelques mois. Je suis resté 2 ans là-bas, pas mal d'allers-retours. Et puis ensuite revenu en Angleterre. J'ai été expatrié en France pendant 12 mois, comme je t'en disais un tout petit peu avant. Tout à fait, ouais. Et la particularité d'être français expatrié en France. Expatrié en France pendant 12 mois, juste avant de faire mon MBA. C'était un deal qu'on avait fait avec l'entreprise où je restais 12 mois de plus dans l'entreprise pour m'occuper de quelques opérations en France. Et ensuite, j'étais recommandé pour le MBA à l'INSEAD qui s'est passé à Singapour, puisque l'autre campus à Fontainebleau est à 40 minutes de chez mes parents. C'est pas très exotique. Rencontré ma femme à Singapour. Ensuite, je suis rentré au chairman office du groupe Samsung. Je travaille pour le chairman de Samsung sur plein de projets, dont des projets en imagerie médicale, plateforme digitale de santé, construction d'hôpitaux, vente des investissements des sociétés d'armement du groupe Samsung, et puis d'autres projets, notamment sur les consumer electronics, ce que tout le monde connaît, smartphone, télé et autres. J'étais ensuite enfin revenu à Singapour pour être plus proche de ma femme. J'étais à ce moment-là responsable stratégie, digitale, innovation digitale aussi chez Samsung. J'ai monté l'e-commerce qui n'existait pas encore à cette époque-là chez Samsung de 0 à 1 milliard de dollars. Et après, pendant ce moment-là, j'ai rencontré un ami, Ophir, qui avait son entreprise de développement de logiciels, qu'il avait monté depuis l'âge de 19 ans avec un backpack. Il était parti au Vietnam. Il vendait son entreprise il y a bientôt 4 ans. On a toujours voulu faire une boîte ensemble. Ça faisait déjà 10 ans qu'on se connaissait. Et donc, le projet Elfie. Puis on va en parler dans les détails peut-être ou pas. Mais oui, bien sûr. On va y revenir. Alors, je remonte à la genèse de ton expatriation. Alors, on a eu un débat sur qu'est-ce que l'expatriation en fonction des contrats, des sociétés, etc. Le moment quand tu quittes la France, quelle est l'origine de ce départ? Ça va demander probablement assez de maturité que j'ai pas toujours sur... en gros, tu es jeune, tu travailles dans le secteur des technologies, tous les géants technologiques, il n'y en a plus un en France, déjà à cette époque-là. La transition ou l'ère du numérique qui passe à différents niveaux, que ce soit au niveau composants semi-conducteurs, au niveau operating system qui permet de leverager les compétences d'un semi-conducteur. C'est aux États-Unis, et ça peut être aussi en Asie. Tout ce qui est fonctionnement logiciel. Ensuite, tout ce qui est sur la couche applicatif écosystème. Les applications où le logiciel n'est pas très complet, mais il y a il y a des communautés, des Facebook, tout ça, des Google aussi. Et ensuite, donc à tous les niveaux, la France avait perdu tous les débats, tous les chantiers. Et moi, je voulais travailler pour une entreprise sur laquelle on allait avancer. Et il n'y en avait pas une seule française. Et quand j'étais rentré chez Microsoft en France, j'avais vu que des gens qui avaient plus de 40 ans, qui étaient excellents, hein. Mais globalement, c'était on va vendre les produits de Seattle à la sauce Seattle sur le marché français. Et ton opinion, on n'en a rien à faire. C'était pas très, très motivant. Donc, mais je parlais pas bien anglais. Pour ça que j'avais échoué les concours HEC
alors que j'avais des très bonnes notes partout. Mais je parlais anglais comme une vache espagnole ou comme un président français, peut-être, dont on se marre bien. Mais, et donc, je suis parti, j'ai postulé. J'ai pas été expatrié, j'ai postulé et j'ai essayé de tenter mon aventure pour déjà remonter à niveau pour pouvoir être un peu plus international et un peu moins franco-français. Donc, c'était un besoin de travailler sur mon secteur et me donner les moyens de pouvoir avancer, en tout cas, dans une philosophie personnelle où je voulais pas être simplement limité par rapport à ce qui existait à ce moment-là sur le territoire national. Ok. Donc, aller chercher plus grand, tout simplement. Enfin, des challenges que la France ne te proposait pas. J'arrivais pas à le voir. C'est pour ça que le manque de maturité est peut-être un peu là à l'époque. J'arrivais pas à voir ce qui pouvait se construire. On aime bien critiquer la France. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut se critiquer. Je trouve qu'on s'autoflagelle bien en tant que Français. On a beau avoir une réputation d'être prétentieux à l'international, je pense qu'on est assez en autoflagellation très souvent. Donc, il y avait peut-être une méconnaissance. C'est vrai que sur les grands sujets, les grands couches du domaine technologique, la France avait délibérément échoué. Mais il y avait quand même des pépites à construire. Mais j'étais plus dans une mouvance grand groupe, gros logo, la connerie de vouloir avoir un gros job dans une grosse boîte avec un gros logo à mettre sur LinkedIn, beaucoup d'arrogance et pas beaucoup d'accomplissement. Et donc, il y avait peut-être aussi une misperception de ce qui était possible à l'époque, parce qu'il y a quand même des trucs qui se sont construits en France entre-temps. Mais c'était plus dans une mouvance disant il n'y avait pas l'impression que c'était constructible en France, que de toute façon, même si ça se construit en France, ça sera toujours 100 fois plus petit que ce qui peut se construire ailleurs. Et aujourd'hui, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Alors, moi, j'ai trouvé une interview de toi du 5 juillet 2023 où tu dis les temps forts de ma carrière ont aussi été les temps faibles, avec un CV parfait, avec des multinationales, des grands diplômes, MBA, etc. Et en parallèle, tu opposes ça à la création d'une start-up et d'une entreprise et la vie d'entrepreneur que tu mènes aujourd'hui. Tiens, c'est marrant. C'était quelle interview? C'était avec Backscoop que j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est vrai que je me souviens de la jeune femme. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai en plus. Hein. En gros, j'ai suivi, je disais, parler d'arrogance ou de poursuivre en fait, des objectifs qui n'étaient pas réellement les miens. Tu veux faire les meilleures écoles. Pourquoi? Et pourquoi c'est les meilleures? Parce qu'elles sont dans un ranking, qui sont publiées dans un journal qui est payé par la pub. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs, ça veut dire que c'est un ranking marketing. Tu veux rentrer dans les plus grosses boîtes avec les plus gros logos, pourquoi? Pour dire en soirée que tu travailles chez Goldman Sachs parce que ça sonne bien, ou que tu travailles chez, whatever, tu prends n'importe quel nom de très belle boîte, ça fait bien. Tu veux un grand titre, tu veux un gros salaire. Encore une fois, pourquoi? Le why, ouais. Le why. Bon, le why, pour moi, j'associais ça à une capacité de pouvoir un impact, d'avoir meaningfulness, une signification, voilà, t'as qu'une vie, tu peux t'éclater, tu peux t'amuser, c'est sympa, mais tu as envie d'avoir une sorte d'impact positif d'une construction. Et j'avais l'impression que tu pouvais taper sur tous les tableaux en même temps en disant joli nom, joli salaire, joli impact, capacité d'impact. Donc c'était un peu un raccourci. Et en fait, généralement, ça te prend une carrière tout entière pour arriver si t'es bon, tu travailles extrêmement dur et ensuite tu as énormément de chance, tu peux arriver vers les hautes couches d'une entreprise. Et généralement, à ce moment-là, tu te rendras compte qu'un CEO, en fait, c'est un salarié qui a un boss qui s'appelle le board d'une entreprise, qui lui a donné un petit mandat pendant 12 mois, dans lequel il a défendu son petit budget, son gros budget. D'ailleurs, c'est des gros budgets, c'est des milliards, mais c'est quand même un budget. Et s'il essaie de sortir le moindre millimètre hors de ce petit budget, il va demander la permission. C'est pour ça qu'il y a des missions de conseil en stratégie chez McKinsey, pour avoir des gros PowerPoint, pour pouvoir avoir le droit de faire les idées qu'il avait envie de faire. Et j'ai eu la chance de me rapprocher, de pouvoir travailler pour deux grands CEO, des gens extrêmement plus brillants que moi, et me rendre compte qu'ils avaient les mêmes contraintes qu'un chef d'équipe qui a un petit budget dans une petite filiale, et ils ont les mêmes galères. Et ils n'ont pas la possibilité de transformer les entreprises qu'ils sont censés diriger. Et ça m'a désenchanté du moment où j'ai pu accéder, entre guillemets, à parler dans le monde de l'entreprise, de parler à Dieu dans le monde de l'entreprise et de me rendre compte qu'il pointait comme tout le monde et ça a cassé le mythe. Okay. Ça a cassé le mythe totalement. C'est tout. Très bien. Bon, on reviendra tout à l'heure sur la partie plutôt business, management, leadership. Je reviens sur les différences culturelles.
quand tu pars en Afrique du Sud, après, tu es allé en Corée, Singapour, l'Asie aujourd'hui et même le monde avec Elfie. Quelles sont les différences culturelles notables à travers ces différents pays? Est-ce qu'il y a un élément qui t'a marqué quand tu es arrivé en Afrique du Sud, quand tu es arrivé Oui, en mais ça va être plus Corée? En Afrique du Sud, la première chose, j'avais 26 ans, j'étais pauvre. Pauvre. Et, j'avais que dalle sur un compte en banque. Je comptais combien je bouffais chaque jour. À l'époque, en tant qu'étudiant, c'était mon deuxième job. J'avais un salaire, mais bon, voilà, quoi. C'était comme tout jeune qui rentre. Tu fais gaffe, t'essaies d'avoir un loyer, t'essaies d'avoir le droit de louer un truc. Et là, t'es dispatch en Afrique du Sud. Tu arrives, voiture, chauffeur, garde du corps, armée. T'as une résidence dans un hôtel, c'est au-dessus du 6 étoiles, villa privée, petite golfette qui t'emmène au petit-déj. Premier réflexe, ça va pas être ça. On a mangé un bon plat, j'ai mangé un bon plat, j'étais tout seul, j'ai fait qu'une seule chose, c'est appeler mes potes en me disant je me fais chier, vous êtes pas là. Maintenant, j'ai enfin un truc sympa à partager, j'ai plus personne avec qui le partager. Donc, c'était le premier choc pour moi, c'était ça sert à rien d'avoir énormément de ressources si tu peux pas ou de privilèges si tu peux pas le partager avec les gens qui comptent. Ça, c'était le premier truc qui est arrivé, mais surtout aussi, oui, vivre dans des ghettos de riches à Johannesburg, comprendre la création d'un pays et l'histoire d'un pays comme l'Afrique du Sud, les analogies possibles entre la construction ethnique, la colonisation et la post-colonisation en Afrique du Sud. C'est un pays qui est fascinant, qui a une histoire qui a beaucoup de traductions possibles. Donc voilà, c'est juste première démarche, comprendre l'histoire du pays, comprendre la mouvance, comprendre la politique, un peu comme un Français, comme d'habitude, qui a besoin de faire de l'histoire et de la politique pour mieux comprendre dans l'endroit auquel il vit. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Tous les pays sont intéressants. La Corée n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud. La criminalité n'a rien à voir. Hein. Là, c'est... moi, je suis arrivé en Corée, puis je suis arrivé en Corée chez Samsung, qui, même pour les Coréens, c'est déjà une couleur qui dit fait pas forcément facile d'être un Samsung man pour un Coréen. C'est même très difficile. Pourquoi? Une entreprise qui est magnifique, mais qui est basée sur... c'est une entreprise de manufacturing, de composants électroniques et de produits électroniques, ça on le sait, mais ça doit être managé, le manufacturing, comme une armée. On ne manage pas le manufacturing de technologie de la même manière qu'on manage le software. C'est une culture de perfectionnement, c'est une culture de répétition, c'est une culture où personne n'a un nom, personne n'existe, pour pouvoir se battre, avoir le droit de vivre un an de plus avant la concurrence chinoise, qui pique les parts de marché de manière très, très agressive. Donc, tu es dans une culture déjà qui est connue pour être confucienne, hiérarchique, non confrontationnelle, mais tu rentres dans une entreprise qui marche à un régime militaire, qui est nécessaire, même si ça fait pas plaisir. C'est pas que ça leur fait plaisir au management, mais c'est vraiment une culture qui est unique, la culture Samsung. Je suis devenu Samsung Man. Et ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pour être promu, ma femme passait en entretien d'embauche pour que j'ai le droit d'être promu, pour savoir si j'étais un vrai Samsung Man. C'est-à-dire que ma femme comprenait son rôle vis-à-vis d'être époux d'un Samsung Man. Parce que je n'étais pas coréen. Oui, non, il y a des éléments culturels qui sont assez forts. Et j'ai beaucoup aimé Samsung. J'ai aussi eu beaucoup de... C'est dur, hein. C'est dur pour déjà un Coréen, pour un étranger. C'est un gap culturel. Est-ce que tu as un exemple d'un défi culturel qui a été marquant pour toi pendant cette période? De devoir fermer une entreprise profitable parce qu'elle ne correspondait pas culturellement au mode de management qui était scalable. C'est déjà difficile de construire une boîte, en plus et de la rendre profitable, mais ensuite de fermer quelque chose de profitable parce que ce n'est pas scalable, parce qu'elle n'est pas manageable avec la même culture. J'avais pas vu ça, je connaissais pas. C'est pas quelque chose auquel on a l'habitude d'être confronté, Ouais, surtout. de faire face, ouais. Voilà. Ok. Et quand tu arrives sur un poste, on a parlé de Samsung, ensuite tu es passé chez Singtel à Singapour, dans ces grandes... avant, tu étais chez Gartner, dans ces grandes multinationales. Quelles sont les premières méthodes, les premiers outils que tu mets en place pour prendre en compte le périmètre de ton poste? Je sais pas si je suis le meilleur exemple d'intégration culturelle parce que j'essaie de rester moi-même, mais c'est assez simple. Hein, bon, tu comprends à peu près quels sont les KPI qui sont attendus.
Tu comprends quelle est la manière dont les décisions sont prises dans l'entreprise officiellement et en pragmatique. Chaque entreprise, en fait, a un processus de décision qui ne correspond pas vraiment à la hiérarchie. La hiérarchie, c'est pour pouvoir tenir les gens en place en dessous, pour pouvoir exécuter quelque chose qui a déjà été décidé. Le processus de décision, c'est un changement, par nature. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus de décision qui ne correspond pas au processus d'exécution. Et chaque entreprise a sa méthode. Les personnes avec qui travailler, à fédérer un projet, là où sont les budgets. Mais en fait, les budgets se trouvent. Il faut juste trouver quelles sont les bonnes personnes qui ont un pouvoir d'influence sur la soi-disant personne qui est le decision maker, qui en fait est un finalisateur de décisions, de consensus qui est pris d'une manière plus ou moins, et souvent moins formelle. Et donc, ton temps, c'est juste de comprendre qui prend des décisions, comment, et avec qui tu dois travailler, qui tu dois allier pour pouvoir avancer dans quel que soit ton domaine, ton périmètre. C'est pas important. Derrière, ce qui est marrant, c'est aussi de trouver les chantiers ou les zones de valeur qui, pour l'instant, sur laquelle l'entreprise n'a pas touché, qui font chier personne, que personne n'a voulu toucher parce qu'ils n'avaient pas les compétences, et de trouver un moyen de générer suffisamment tôt de la valeur. Je donne par exemple l'exemple de l'e-commerce chez Samsung. C'est une belle histoire pour moi, mais globalement, c'était quasiment une démotion. Parce que quand j'étais arrivé à Singapour, le nouveau PDG n'aimait pas trop les non-coréens, même si j'étais un vrai Samsung man. Et donc, on m'a filé le dernier truc qui traînait, c'était Samsung.com, site web. Démerde-toi, allez, va t'amuser avec cette merde. Il y a un projet d'HQ, mais bon, globalement, arrête de nous ennuyer en attendant que le CEO t'apprécie à nouveau. Parce que tu connais pas, t'es pas coréen. Et de ça, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce site web? C'est un site web, 7 millions de visiteurs chaque semaine. Il n'y a pas d'e-commerce dessus. Un peu con à l'époque de l'e-commerce. Il y a peut-être un moyen d'en faire un canal de vente. Est-ce que ça va déranger quelqu'un? Oui, les canaux de distribution actuels qui sont des canaux offline. Cannibalisation, un truc habituel. Donc, tu t'allies, tu identifies les personnes que ton projet pourra ennuyer. Tu le mets d'une manière qui va éviter toute friction avec les générateurs de revenus du moment. Tu les mets avec toi en expliquant comment ils vont pouvoir, eux, y gagner d'une certaine manière. Et ensuite, tu essaies d'avoir tes premiers résultats de chiffre d'affaires, de ROI, et de faire en sorte que le projet puisse, bon, c'est pas moi qui ai inventé l'e-commerce, hein, mais ça fait partie du travail que j'ai fait d'acculturation à la vente en direct, qui n'existe pas dans une entreprise comme Samsung à l'époque. Tu bascules ensuite du monde de la multinationale à l'entrepreneuriat. Alors, avant de venir sur Elfi, je crois que tu as eu une première expérience en 2019 avec HaloLife. Ouais. Qui existe toujours, mais d'ailleurs c'est le nom de la holding au-dessus d'Elfi. Mais c'était en fait à l'époque un projet de start-up interne à Singtel que j'ai ensuite sorti de Singtel pour pouvoir essayer de le développer en externe sans la red tape corporate. Très dur d'innover en interne dans une entreprise. C'est très très dur de lancer de nouveaux business pour des milliers de raisons ou des dizaines de raisons qui ont été déjà très bien documentées. Le meilleur livre, c'est c'est Innovator Dilemma. Je crois que le titre, ça doit être à peu près ça. Et c'est le fait qu'une entreprise, l'innovation, c'est antinomique avec la scalabilité d'une entreprise. Scalabilité, c'est répliquer une recette qui fonctionne très bien et l'améliorer incrémentalement dans la finesse. L'innovation, c'est de la rupture, c'est des nouveaux business models, c'est de la cannibalisation, c'est du pouvoir politique. Donc, c'était très, très difficile pour plein de raisons d'innover au sein d'une entreprise. Singtel est une très belle entreprise. Donc, j'ai essayé de voir comment construire ce même modèle en partenariat avec des grands groupes, mais à l'externe. C'est à ce moment-là qu'Ophir a vendu son entreprise et j'ai vu qu'on pouvait faire la même chose, pas sur le projet HaloLife parce que c'était trop compliqué comme business model et surtout parce qu'il y avait une meilleure opportunité et cette fois-ci avec mon partenaire. HaloLife, c'était du coup plus dans le domaine électronique et bancaire. Absolument. Électronique et bancaire, smartphone, banque, telco. Ok. Et arrive le moment où donc ton associé actuel, Ophir, vend sa structure. Comment vous analysez le marché comment vous dites, là, il y a une opportunité de création d'entreprise ou de rachat et qui débouche ensuite sur l'aventure Elfi? Alors, vraiment, tu fais bien insister.
c'est d'abord deux amis qui ont envie de créer une entreprise ensemble, et c'est indépendamment de c'est quoi l'entreprise, ça va être l'entreprise. C'est un projet où on va le faire à deux. C'est qui, c'est qui, c'est pas quoi ou c'est pas comment, c'est qui d'abord. Et j'ai une énorme amitié pour Ophir qui est pour moi une sorte de grand frère. Et c'est super agréable de travailler ensemble. Ensuite, on avait des critères de décision et de sélection sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on devait screener les opportunités. Peut-être que c'est pas l'objet du podcast, mais pour nous, on avait on est basé, on a une bonne connaissance des ressources disponibles en Asie du Sud-Est pour construire des projets de software. Des projets de software qui peuvent être délivrés n'importe où dans le monde. Mais on s'est dit, si on est basé en Asie du Sud-Est, il faut qu'il y ait une raison autre que ce fait que c'est pratique pour nous. Il faut qu'il y ait une raison que ça soit pas un projet qui est commencé aux États-Unis. Donc, il fallait qu'on trouve un projet qui ait une raison d'être lancé d'abord dans des marchés qui paraissent beaucoup moins sexy que le marché américain. Et ça ne peut pas être parce que ça n'existe pas encore au Vietnam, ça existe déjà aux États-Unis. Et donc, quand on aura fini notre boulot au Vietnam, on va se faire bouffer par les Américains. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui fait que une fois qu'on aura réussi ici, on sera meilleur que les Américains. C'est pas beaucoup d'opportunités où, dans un marché qui paye moins, qui est beaucoup moins sophistiqué, qui a des processus de décision qui sont plus lents, sur lequel tu vas développer une compétence que les Américains n'auraient pas. C'est le premier critère. Deuxième critère, pas de B2C. En tout cas, pas de monétisation de l'utilisateur final. C'est dans ces pays-là, j'ai pas beaucoup d'exemples de startups qui ont réussi à monétiser profitablement. Ah oui, profitable. Un business, c'est quelque chose qui fait des profits, pour moi. Pour d'autres, c'est différent, mais pour moi, ça doit faire un profit. Si tu me files $1 et que je t'en rends 80 centimes, ça s'appelle pas un business et il n'y a même pas besoin de monter une boîte pour faire ça. Donc voilà, donc c'était ce deuxième critère, c'était pas de B2C, parce que comme on avait choisi d'être né dans les pays en voie de développement, les coûts d'acquisition d'un utilisateur versus la monétisation fait que c'est pas profitable. Donc ça veut pas dire que c'est pas qu'une solution qui est bénéfique pour le monsieur et madame tout le monde, tu vois quel filet, mais c'est une solution dont la monétisation doit être en B2B. Voilà, déjà. Troisième critère, le B2B, c'est bien, mais les petites PME de pays whatever, ça fait des processus de vente qui sont très longs et des revenus incrémentaux qui sont tout petits. Parce que c'est pas des gros marchés. Donc, il faut qu'on soit global dès le premier jour. Donc, ça va être pas mal de critères comme ça. Et pour être global dès le premier jour dans du B2B, sans burner son cash flow avec du cost of sales, en gros, il faut très rapidement avoir un partenariat stratégique mondial avec une entreprise à qui on délivre de la valeur, qui va vouloir nous déployer internationalement et qui ne voudra pas nous phagocyter trop tôt et qui n'aura pas le réflexe de dire « Ah, mais je peux le faire en interne ». Voilà. Donc ça, c'était les critères. Je ne vais même pas parler de secteur industriel. Hein. Ouais. Rien du tout. Le secteur industriel s'est présenté pour des raisons personnelles, des problèmes médicaux personnels et d'opportunité à opportunité. On a rencontré des personnes qui nous ont sensibilisés au projet, aux problèmes que l'on traite aujourd'hui, c'est-à-dire la détection, la prévention, détection et le management des maladies chroniques à travers le monde. Donc, Elfi, aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer un petit peu les activités, le business model d'Elfi et la taille, parce que vous êtes une société qui a démarré dès le début au Vietnam et au Brésil. Alors, pour faire simple, je disais, Elfi, c'est une application pour les patients, principalement, pour les utilisateurs d'ailleurs, monsieur, madame, tout le monde, pour éviter, détecter et gérer les maladies chroniques. On a commencé par les maladies cardiovasculaires. Ensuite, on s'est ouvert sur l'endocrinologie avec les maladies comme le diabète. Donc, on va commencer à s'ouvrir maintenant dès l'an prochain sur l'oncologie, les maladies respiratoires, les maladies dermatologiques et au fur et à mesure toucher la quasi-totalité des maladies parce que la plupart des maladies deviennent chroniques, c'est-à-dire une maladie qui se traite sur plus d'1 an. Parce que la médecine a fait d'énormes progrès, on meurt de moins en moins rapidement de quelle que soit la maladie. Donc ça, c'est l'application, une application qui en fait récompense, encourage, motive, simplifie le parcours santé. En gros, on rend la gestion de la santé moins chiante. Ce qui fait que les patients ont un peu envie de se prendre en charge. Il y a un grand problème d'adhérence
dans la gestion des maladies chroniques. Et puis, en dessous de 40 ans, comme on n'a pas vraiment eu la plupart des gens de maladies très sérieuses, on en a un peu rien à foutre. La seule chose qu'on veut, c'est pas être généralement esthétiquement displeasing. On veut un peu courir, on veut faire des trucs dans ce genre-là sympathiquement, mais la gestion et la prévention des maladies, c'est pas une préoccupation des moins de 40 ans réellement, la plupart des gens. Donc, il faut, et pourtant, c'est là que les maladies commencent. Mais elles sont silencieuses, ces maladies. Donc, il fallait trouver, grâce à Elfie, la volonté de motiver les gens. Et donc, en fait, on récompense les gens pour suivre leur santé et s'ils sont malades, pour écouter ce que dit le médecin. Quand vous les récompensez, qu'est-ce que vous mettez en place pour les récompenser concrètement? Concrètement, c'est des prix, des récompenses, de la même manière qu'un programme de fidélité. D'accord. Sauf qu'il n'y a rien à acheter, on n'a rien à vendre. On a simplement un truc à dire, fais exactement ce que ton médecin a dit. C'est tout. Peu importe ce qu'il a dit d'ailleurs, hein, c'est pas notre métier, on n'est pas là pour ni contredire, ni dire quoi que ce soit de médical. Simplement, fais exactement ça. C'est super pour toi. Et donc voilà, le métier on est basé sur ça, sur la gamification du comportement du patient. Ça a des très bons résultats. La gamification, on l'a pas inventé, mais on l'a inventé sur appliquer la gamification au parcours du patient. On le fait gratuitement aussi, c'est quelque chose qui est possible grâce à notre business model. Je vais revenir sur le point que m'a posé comme question. Donc, tout simplement, on gamifie, on récompense le patient pour rester en bonne santé ou pour suivre son parcours santé, ses médicaments, la prime de suivi vitaux, la marche, la surveillance de son poids. Voilà, on le récompense pour faire ce que le docteur dit. C'est tout. Le business model, comme je l'ai dit, comme on ne monétise pas le patient et on ne monétise pas le docteur, on n'a aucune volonté. On est financé par l'industrie pharmaceutique qui n'a pas le droit d'influencer le comportement du patient parce qu'ils ont un agenda particulier, n'ont pas le droit de parler aux patients dans la plupart des pays, mais connaissent bien le problème de l'adhérence médicamenteuse. Ils sont les premiers à comprendre cette difficulté et à être impactés. Donc en fait, ils nous récompensent pour exister. Ils nous payent pour exister. On a 4 millions de médicaments, tous les génériques, toutes les brands. On récompense les patients pour dire qu'ils ont pris ou qu'ils ont oublié de prendre les médicaments de la même manière. Ouais. Donc, on ne récompense pas les gens pour se médicamenter, on récompense les gens pour vérifier ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait, pour qu'ils s'auto-vérifient, s'auto-surveillent. C'est tout. Mais ça aide beaucoup. Parce qu'en fait, on a une augmentation de l'adhérence dès le premier mois. On passe de 20% d'adhérence en moyenne des patients à 80-90%. Et ça se maintient pendant, là, on est à 18 mois de données, plus de 18 mois. Donc, ça se maintient très bien. Et en conséquence, les maladies sont contrôlées, les signaux vitaux reviennent dans le vert. Donc, les médicaments font leur métier, quoi. On n'a rien inventé. C'est pas l'application qui change le système de santé, c'est change ton comportement. Et le reste suit. Donc, ça, c'est notre premier business model avec Elfie. Oui, petit à petit, on rend l'application disponible dans tous les pays du monde. Gratuitement, toujours. Il n'y a rien à vendre, rien à acheter. Des assureurs sont venus nous voir et nous ont dit, et des employeurs aussi, qu'on connaissait, nous ont dit mes primes d'assurance augmentent chaque année. Mon assureur me dit c'est parce que mes employés sont de plus en plus malades à cause des maladies chroniques. Moi, j'ai pas le droit de voir ce que font mes employés, c'est leurs données, c'est leur vie privée, et c'est moi qui paie les factures. Donc, j'ai vu que ton application a marché bien sur les patients. Moi, en tant que directeur des ressources humaines, j'ai pas envie de parler de maladies au petit déjeuner pour les employés, mais si tu pouvais me faire une application qui est assez fun, qui engage les employés et, s'ils sont malades, qui le prend en charge avec les mêmes impacts, ça m'aidera beaucoup. Parce que j'aurai des employés qui seront en meilleure santé, c'est bien pour eux, c'est bien pour moi, comme ça ils sont pas malades, et puis ça réduit in fine les coûts de primes de santé parce qu'ils sont en meilleure santé. Et donc on a travaillé avec un broker qui nous a dit OK, il manque quelques features dans votre application Elfie, on va travailler ensemble, on va créer une version entreprise d'Elfie qui est uniquement accessible par votre employeur. Tout. Donc encore une fois, on peut pas acheter en tant qu'employé. On vend jamais rien. Pas qu'on n'aime pas vendre, mais c'est que on ne pense pas que le patient doit payer parce qu'on sait que déjà il n'a pas l'envie de prendre soin de sa santé, même quand c'est gratos. Alors il va pas payer pour en plus se faire rappeler qu'il aurait dû faire un truc qu'il voulait pas faire. Bon, c'était assez évident pour nous. Voilà, donc c'est deuxième business model d'Elfie, payé par on appelle les payeurs en anglais, c'est-à-dire les gens qui payent les primes de santé, les employeurs et les assureurs. Voilà, c'est tout. Ok. Je sais pas si c'est clair ou Non, c'est confusant. c'est très clair.
c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, les grands groupes pharmaceutiques, c'est quoi? C'est du sponsoring. Enfin, il n'y a pas de contrat entre eux et vous, dans le sens où vous n'allez pas mettre des pubs, par exemple, ou recommander un médicament en particulier par rapport à une Ah, maladie. non, non. Un, ce serait de très mauvais goût. Deux, ça serait éthiquement parfois illégal ou en tout cas pas du tout bon. Et puis, ce serait pas efficace, tout simplement. Mmh. Un médecin, nous passons par les médecins. L'application Elfi est recommandée par des médecins aux patients, toujours. C'est pas de, c'est pas de pute Google. On est là pour aider la relation patient vis-à-vis de lui-même quand il est en bonne santé et médecin-patient quand ils sont en conversation et ensuite entre les rendez-vous. Donc, dans cette relation-là, il n'y a pas d'environnement où du branding serait le bienvenu. Mmh. Donc, pourquoi la pharma travaille avec nous? On t'avait dit que ça a un impact sur l'adhérence médicamenteuse, premièrement. C'est un impact qui fait voir aussi que la pharma n'est pas là que pour pousser de la boîte, mais aussi elle s'intéresse à l'écosystème santé, la prévention et au changement des comportements qui vont éviter que les maladies s'aggravent. Donc, il y a une image très positive pour la pharma. Et donc, on travaille avec un grand groupe pharma qui est français aujourd'hui et qui ont compris cette volonté de ne pas être au centre de la conversation, mais la nécessité d'avoir une entreprise comme Elfi qui puisse être utilisée pour que cette entreprise, de manière indépendante et intègre, soutienne cette conversation patient-médecin. OK. Voilà. Et ça, c'était super brillant qu'une entreprise française ait cette maturité. La plupart des groupes pharma ont envie d'avoir leur app avec leur logo dessus. Aucun des médecins n'en veut et aucun des patients n'en veulent. Hein. Mais le responsable marketing local, il est trop content de créer une nouvelle app. Parce que c'est fun de créer des apps. C'est super fun. Honnêtement, moi j'adore. Mais oui, voilà, mais ça marche pas. Donc, je crois qu'il y avait une étude McKinsey, ils ont dépensé, la pharma, sur les 10 dernières années, environ 35 ou 38 milliards de dollars en app. Et si je te demande le nom d'une app pharma, tu n'en sortiras pas une seule, comme tout le monde, c'est normal. Ça marche pas. OK. Aujourd'hui, Elfi, c'est combien de personnes à travers le monde? Ah ouais, ça a grandi en fait depuis, oui, en 3 ans, depuis 0, enfin de 2, Ophir et moi. On est un peu plus de 40 maintenant. OK. On est présent au Vietnam, au Brésil, en France. Ça y est. Alors, on n'a pas encore ouvert l'application sur le marché français, mais on a nos premières personnes. En Égypte, en Turquie et à Hong Kong, à Singapour. Et on prépare l'ouverture de une douzaine, quinzaine de marchés sur Q1, Q2 de l'an prochain. Amérique latine, Europe. J'espère qu'on va faire la France, ça serait tellement fun. Et le Moyen-Orient et d'autres pays d'Asie. Super, super. Alors moi, je vais revenir sur une autre citation. Je suis remonté très loin, hein, 2016, où je vais traduire de l'anglais. Tu dis: «Tu peux être qui tu veux du moment que tu y consacres toute ton énergie». Et pour moi, cette phrase, elle représente pour moi bien l'énergie, en fait, que vous mettez tous les deux avec Ophir au quotidien dans votre projet, dans Elfi. Et aussi, elle représente bien le passage qui a été d'un environnement multinational de grands groupes à l'environnement startup que tu as effectué sur ta propre carrière. Mmh. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment transmets-tu aujourd'hui les décisions et l'énergie à tes équipes? Ah, déjà, on va revenir sur Ophir, mon cofondateur, qui lui est entrepreneur depuis le premier jour de sa vie, Ouais. qui est une démarche qui est vraiment différente d'une démarche d'employé dans une entreprise ou dans un grand groupe. Avec Ophir, la définition, on parle en anglais du 0 à 1 versus du 1 à 10 ou du 10 à 100. Le 0 à 1, c'est comment on crée un truc on part de zéro, on part de rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une app, il y a pas un slide PowerPoint, il y a rien. Il y a Peter Thiel qui a écrit un bouquin, Zero to One, c'est Voilà. exactement ça. Exactement. Et en fait, oui, c'est all-in, mais jusqu'où il faut être capable d'aller. Il faut être fou. Il faut être fou dans le sens où déraisonnable. C'est all-in. Et Ophir, mon cofondateur, a cette capacité et c'est une prise de risque qui est toute sa crédibilité, c'est tout notre argent, c'est tout notre temps, jusqu'à temps que ça marche ou jusqu'à temps qu'on meurt. Il n'y a pas de je retourne, je me retourne, je reprends. Non, il n'y a rien. Il faut que tu sois à 100% dedans. Sinon, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible auprès de tes équipes, tu n'es pas crédible auprès de tes partenaires. Il faut que les gens sachent que, un peu comme un guerrier, jusqu'au
jusqu'au dernier soldat, on se battra. Mmh. Et cette énergie, cette conviction, cette force, cette haine, mais cette combativité, il faut qu'elle se ressente au quotidien, dans toutes les conversations, pour que tu aies une chance que la personne en face de toi, te fasse confiance que oui, t'es quelqu'un reliable, parce que pour l'instant, t'as rien. Donc, la seule chose que t'as, c'est ta parole. Donc, est-ce que je crois à ta parole? Et donc, voilà. Donc, ça, le all-in, il est là au niveau d'être convaincu, convaincant que tu vas te battre jusqu'au bout. Et que tu as des compétences et un track record qui te donnent quand même une énorme force, de chance de probabilité de succès. Et c'est ça. Et c'est ça au quotidien avec les équipes, c'est ça avec les partenaires, avec nos conjoints, parce qu'eux aussi prennent un risque personnel. J'ai beaucoup de chance d'avoir une femme qui me soutient et qui soutient notre équipe, notre famille à tellement de niveaux. Et il faut être convaincu, il faut que cette personne fasse confiance dans le risque qu'on fait prendre à sa famille. Le risque, il est très simple, c'est que j'ai pas vu ma famille pendant plus d'un an et demi, enfin une semaine ou 2 semaines en 1 an et demi, avec le confinement de Covid où j'étais enfermé au Vietnam, puis enfermé au Brésil, puis rejeté du territoire singapourien parce que j'étais pas vacciné contre la fièvre jaune. Ouais, j'étais le vaccin du Covid, mais j'avais oublié la fièvre jaune, donc je me suis fait jeter de Singapour. Ensuite, je suis revenu, j'avais le Covid, j'étais enfermé, donc ça, c'était un petit... La famille prend un coup énorme. Je dis ça avec le sourire parce que c'était vraiment pas marrant. Non, ouais, j'imagine. C'était pas marrant du tout de pas voir sa petite fille qui a 1 an et de la retrouver à 2 ans et demi. Ça va, mais le seul mot qu'elle connaissait quand je suis parti, c'était papa. Et ensuite, elle savait plus qui j'étais. C'est un coup, mais jusqu'au bout. Pas le choix. Mmh. Du tout. Il n'y a pas le choix. Une bonne question. Et aujourd'hui, parce qu'on parle du 0 to 1, après, vous êtes 40 aujourd'hui. C'est pas le même métier de lancer un projet et de faire le 0 à 10 employés, on va dire, que le 10 à 100. Justement, comment tu fais pour emmener tes équipes et ce projet pour le tracter au quotidien? Il y a plein de gens qui sont meilleurs que nous qui l'ont dit. C'est Day Zero ou Day One sur Amazon. It's all in every day. C'est vrai, en fait, toutes les étapes, on part de 0 à 1, 0 à 1, 1 à 10, 10 à 100. 0 à 1, c'est de faire en sorte qu'il y ait un truc qui marche à peu près. 10, c'est de le multiplier par 10, donc s'assurer qu'on est quand même capable à peu près de reproduire le même résultat. Et de 10 à 100, ça veut dire que la recette est parfaitement optimisée. À ce stade aujourd'hui, Elfi, c'est du 1 plus sur le core business avec la pharma. C'est du 0 à 1 encore sur la partie employeur. Donc, on est encore à des 0. On est en train de travailler sur un troisième produit pour les études cliniques. On est en train de signer un grand partenariat avec un consortium d'études d'universités qui réalisent les études cliniques pour les gouvernements. Quand un gouvernement veut définir sa politique de santé publique, elle fait appel à des chercheurs qui vont faire des analyses d'épidémiologie sur la population. Ces départements sont généralement des départements semi-privés hostés dans des universités publiques de très grand renom. Et ces départements savent faire des études de grande ampleur, soit pour parler de vérifier la validité d'un médicament ou d'une politique publique. Il faut se mesurer sa tension 4 fois par jour, ou 4 fois par semaine, ou 4 fois par an. Tout ça. Et donc, on va travailler avec eux pour mettre en place une plateforme d'études cliniques. Troisième business. Alors là, on est encore à 0. Donc, on est toujours à 0. Et c'est cette culture de la boîte est toujours fragile, on peut toujours disparaître et on a tout à recommencer, on a toujours tout à lancer, il y a toujours quelque chose qui est à 0. Et donc, on a zero entitlement. C'est tout. Zero entitlement. We are not successful ever. We're always in the process of becoming. On est toujours sur le chemin de devenir successful, mais il y a 0, on n'est jamais arrivé. Ouais, le plus intéressant, c'est l'aventure, c'est pas le résultat. Oui, c'est vrai aussi, mais ça, c'est intéressant, c'est vrai. Mais en plus, ça les motive, t'as raison. Ça motive tout le monde. Tout le monde est plutôt content de participer à le projet d'inconstruction que le projet d'optimisation. C'est pour ça que beaucoup de gens dans les entreprises veulent faire de l'innovation, lancer de nouveaux projets. C'est fun de mettre sa patte à l'édifice. De dire, j'ai réussi à changer d'un demi-millimètre quelque chose qui existe depuis 100 ans. C'est intéressant, c'est important, mais c'est moins... Ça correspond pas à toutes les cultures. Comment est-ce que tu gères une situation difficile et stressante
C'est dans des environnements qui sont stressants, compliqués, complexes. C'est compliqué. C'est complexe aussi. C'est incertain. C'est obscur. J'ai jamais eu aussi peu de stress de ma vie que depuis que je suis avec Elfie et je travaille avec mon partenaire. J'ai eu beaucoup de stress dans l'entreprise. Parce que la définition j'ai essayé de comprendre pourquoi en fait je me suis senti beaucoup moins stressé depuis que je suis entrepreneur que par rapport à comment je me sentais stressé en entreprise. Bizarre, parce que c'est plutôt l'inverse qu'on imagine. Salarié, t'as ton salaire à la fin du mois, bon, t'as un boss qui te fait chier à peu près la moitié du temps, mais voilà, globalement, ça se passe. T'es pas censé avoir une peur de vie ou de mort. Alors qu'en entreprise, en entrepreneuriat, oui. En fait, j'ai pas peur d'échouer, même si je vois le risque tous les jours, parce que je suis avec mon partenaire et j'ai la conviction que quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. J'en suis certain, quel que soit le problème. Aussi impossible qu'il y paraisse, il y aura une solution, j'en suis certain. Deuxième élément, c'est vrai quand il y a des choses qui sont... en fait, le stress pour moi, c'est il y a un risque, mais j'ai aucun pouvoir de contrôle dessus. Et en entreprise, tu peux te faire restructurer, ta division disparaît, alors que tu fais du très bon boulot. Mais tu peux vraiment pas contrôler le fait qu'un actionnaire a décidé qu'il faut vendre cette entité, que tu disparais, tu es au niveau régional, il faut enlever le siège régional. Tu peux être en stress quotidien parce que ton existence, ta viabilité de ton projet ou de ta carrière peut disparaître du jour au lendemain sans aucun contrôle de ta part et tu as zéro mode d'action, enfin très 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 peu. Ça me stressait. Mais de voir que, oh putain, comment je vais résoudre ce problème-là? De toute façon, la solution, elle est dans cette pièce. Avec moi, mes équipes, mon cofondateur, on va trouver une solution et on a un pouvoir d'action. Et on verra ce qui en sort, si c'était suffisant ou pas. Donc, il y a des problèmes, il y a des crises, il y a des difficultés qui paraissent insurmontables, mais on sait qu'on a tous les outils pour avoir le droit d'agir et de tenter de se battre pour gagner. Ça, c'est pas stressant, c'est super excitant, c'est flippant, mais c'est pas stressant. Il y a quelques fois quand même dans la vie de startup où tu te dis, putain, je peux jamais, non, là, par contre, je vois pas. Et il y a un truc très bizarre qui s'est passé chez moi, c'est quand ça arrive, c'est pas très souvent, ça me donne sommeil. C'est-à-dire que je commence quasiment, bon, je vais me coucher, demain ça ira mieux. Et demain ça va mieux et en fait je retrouve une solution. Donc les rares moments où il y avait du stress, en fait je commence à bâiller, je tombe de fatigue et mon corps me dit écoute, va dormir, tu verras demain matin, quand tu te lèveras, tu seras prêt à te battre. Voilà, donc en fait beaucoup moins de stress, et c'est des expériences personnelles, beaucoup moins de stress qu'en entreprise dans un job qui serait considéré comme plus safe. Mais je me suis jamais considéré safe en entreprise. Ce que je dis à tous les mecs qui postulent ou qui sont à l'INSEAD, parce que forcément je suis partie de la communauté, les alumni, je leur ai dit écoute, une entreprise quand elle est très bien gérée, t'as pas besoin dans la plupart de jobs de gens qui ont 20 ans d'expérience dans le job. Si le job il est bien orchestré, tous les processus, la première année tu apprends à faire le job, la deuxième année, troisième, cinquième année tu commences à être très bon dans le job. 10 ans, t'es top. 15 ans, t'es génialissime. 20 ans, tu marches sur l'eau. 20 ans, c'est 40, 45 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais après 45 ans? Et c'est ça que je regardais sur les alumni de l'INSEAD et autres. Je dis, mais comment ça marche dans la pyramide de l'entreprise? Parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Et puis, on veut pas laisser les gens 20 ans à faire le même job parce qu'ils s'emmerdent. Et en fait, tu as un écrémage où tu te rends compte. Pour moi, je me suis dit, mais c'est logique. Tu as 8 personnes qui sont dans une équipe. Ça changera de boss tous les 5 ans. Il y aura une promotion tous les 3 à 7 ans. Dedans, tu auras un tiers de moyen moins, un tiers de moyen et un tiers de bon. Si tu es bon, tu feras partie des bons. Ça va être 3 personnes. Donc, tu peux avoir une promotion tous les 15 ans en moyenne. Comment on fait pour arriver vers le haut? Et quand on a commencé à 40 ans et qu'on est un peu trop tassé, on empêche les gens du dessous de monter. Et donc, je me dis, mais c'est évident, à part si tu as une sécurité de l'emploi sur le territoire français, mais dans tous les autres pays où tu te débarrasses d'un employé en 5 secondes, je dis, mais c'est qu'une histoire de temps avant que, même si je reste le meilleur, super, super dévoué à la tâche, je sois au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais département, où, pouf, tu disparais, tu te retrouves à 45 ans, à pointer sur le marché de l'emploi, en concurrence avec des gens très bien, de 30 ans, de 35 ans, qui sont capables de faire le même travail que toi pour la moitié du prix. Et même si tu rabaisses ton salaire de moitié à leur niveau,
Ouais, mais 35 ans, il a peut-être encore envie de tout prouver, il croit peut-être encore à la rat race, à l'histoire. Toi, on sait que tu as commencé à voir le bout du tunnel, donc on peut plus te la jouer. Donc je me dis, mais c'est le mur, tu vas dans le mur totalement. T'as toutes tes chances de perdre à la rat race corporate. Et ça, c'est stressant. C'est stressant parce que je vois que tous les autres, tous les autres sont contre toi. Je voyais aucune chance de succès dans cette rat race, même si j'avais réussi à monter quelques échelons intéressants. Voilà. Ok. Est-ce que tu as vécu un échec et est-ce que tu peux me raconter cette épreuve et ce que tu as mis en place pour rebondir? Il y a toujours des échecs sur des projets. Je regarde quand j'ai essayé de lancer la startup en interne chez Syctable, ça n'a pas marché. C'est un échec? Bah non, parce que derrière, ça m'a forcé à dire je suis capable de la prendre à bras le corps et de la sortir. Ça a marché? Non. Pour des raisons, oui, il y a plein de bonnes ou de mauvaises raisons, mais derrière, ça m'a permis de me rendre compte que j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Le seul échec, mais au final, mon partenaire essaie de me rappeler à chaque fois que c'est parce que j'ai fait autant d'erreurs en restant aussi longtemps dans le monde corporate que c'est aussi limpide pour moi que qu'il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière, ce qui fait que comme il n'y a pas de marche arrière, il n'y a qu'une marche avant, donc ça donne une énergie, une conviction, il n'y a pas de second thought. Donc oui, mais bon, c'est comme tout savoir. Le seul échec que j'ai, c'est de ne pas m'être rendu compte assez tôt des erreurs de chaser des gros logos sur des CV, de chaser des gros salaires, de chaser des external recognition de success, sans comprendre que c'était des proxys, mais c'était pas l'objectif. Ça, c'est un bel échec. Il y a moyen de créer des entreprises en France. Aujourd'hui, je suis au Vietnam, je suis très content de ce que je fais. C'est le manque de maturité de ne pas avoir potentiellement compris assez tôt que l'entrepreneuriat, j'aurais dû m'y mettre beaucoup plus tôt, que l'entreprise, c'est pas fait pour moi, c'est clair. Bon, pas grave, quand tu es jeune, tu arrives à peu près à faire quelques compromis, mais c'est clair. De prendre compte que si j'avais commencé plus tôt en France dans l'entrepreneuriat, peut-être que ça aurait marché. C'est là-bas. Voilà, donc il y a plein d'histoires de peut-être si et si et si et si. Donc l'échec, pour moi, c'est plus d'avoir mis autant de temps et de me rendre compte au quotidien que je suis pas aussi intelligent que j'aurais bien aimé l'être. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il paraît que ça s'appelle la maturité. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que on se rend compte des gaps de plus en plus. Ouais, ben, plus tu apprends, plus tu sais ce que tu sais pas. Donc, plus l'étendue de ton ignorance, tu en prends conscience. Voilà. Donc c'est ça, l'échec, c'est de pas penser assez vite, avec assez d'humilité, assez rapidement. Ouais. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? En faisant beaucoup d'échecs? Non, non, en fait, j'ai un peu besogneux comme garçon. Je ne délègue pas ce que je sais pas faire moi-même. Ce qui fait que je suis obligé de mettre les mains dans le cambouis de tous les sujets. Quasi tous. Et donc c'est très chronophage. Il y a des personnes qui arrivent à progresser plus rapidement que moi parce qu'ils arrivent à interviewer une personne, à comprendre les tenants et les aboutissants, et à comprendre que globalement, voilà les quelque chose qu'ils doivent garder dans le radar et le reste, tu peux déléguer, c'est pas grave, ça marchera quand même. Ça te prend 10% de ton temps ou 5% de ton temps et tu as réussi à faire à peu près 90% du boulot. Pour moi, j'ai besoin d'avoir fait le boulot avant de pouvoir passer dans ce mode à 10-20%. Donc, je suis plus lent, mais j'ai toujours la conviction personnelle que, je saurais mieux manager, plus crédible aussi. Et quand il y a une opportunité de création de valeur, parce que je sais comment ça marche, je sais comment mieux le faire que les autres m'ont dit qu'ils le faisaient. Et c'est comme ça qu'à différents moments dans ma carrière, alors que j'avais hérité de projets qu'on m'avait demandé d'outsourcer, je l'ai d'abord fait par moi-même, je me suis mis dans le boulot, j'ai trouvé les opportunités pour comment générer du chiffre d'affaires, comment sauver des coûts, comment améliorer la performance du processus. Parce que plutôt que de dire simplement, voilà la méthode qui est appliquée par tout le monde, applique-la, j'apprends la méthode, je la fais, je trouve les problèmes, les couacs, j'invente une autre méthode et derrière, je manage les gens ou les équipes sur cette nouvelle méthode. Et j'ai pu créer une valeur. C'est pour ça que j'ai un biais sur l'opération et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'occupe des opérations chez Elfi et Kofir est le CEO de la boîte. Le meilleur conseil que tu as donné dans ta carrière, quel est-il?
C'est le truc du connais-toi toi-même. Oui. Je pense qu'en fait, le meilleur conseil qu'on puisse se donner, c'est essayer de comprendre qui tu es. Tu n'es pas tout le monde. Et tu n'es pas personne non plus, d'ailleurs. Tu n'es pas tout le monde. T'es pas un basketteur tu dois savoir si t'es pas un basketteur qui va faire la NBA. Ça va. C'est pas grave. Mais c'est un peu delusional de pas le savoir. Donc, analyse-toi assez tôt. Tu peux le voir à partir de 20, 25 ans. Tu peux commencer à comprendre les biais de ton caractère. Qu'est-ce qui te motive? Tu as très peu de temps pour pouvoir, dans une vie, généralement avec les contraintes familiales, pour pouvoir te donner à 100%. Donc, entre 20 et 35 ans, c'est un peu les conseils à la Jack Ma d'ailleurs, c'est pense pas à ta vie privée, surtout pas. Les mecs qui te conseillent work-life balance avant 35 ans, mais ils ont jamais rien achieve de leur vie. Rien. Tu ne peux pas achieve en work-life balance. C'est impensable. Donc, connais-toi toi-même, identifie tes points forts, essaie de limiter les conséquences de tes points faibles, mais généralement, tes points faibles, c'est les contreparties de ton point fort. Je comprends ce que tu as envie d'achiever, qu'est-ce que tu définis comme le succès dans ta vie, et fous toute ton énergie là-dessus. Et ne pense pas à ta work-life balance, sinon tu n'y arriveras pas. La concurrence est tellement rude à tous les jobs. De vigie, de sécurité, pour avoir un job de agent de sécurité à PDG, tu as toujours 1000 personnes qui veulent le job. Si tu t'y donnes qu'à moitié, tu n'as aucune chance d'achieve même quelque chose qui est plutôt humble en termes d'ambition. C'est pas, j'ai fait agent de sécurité, c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'était pas une ambition professionnelle énorme, mais c'est un métier qui est très intéressant quand même. J'ai rencontré plein de gens sympathiques. Je n'ai pas le physique d'un mec qui fait agent de sécurité, mais la plupart des agents de sécurité ne l'ont pas. Je sais pas la faire, mais j'ai fait aussi sapeur-pompier Oui, pendant 2 ans. C'est pas, mais bon. Et donc ouais, non, c'est plus identifie sur quoi tu es bon, fous toute ton énergie, parie sur toi, personne pariera sur toi, quoi que ce soit d'autre. Ouais. Et surtout, ne fais pas confiance aux posts LinkedIn et aux posts Facebook qui définissent que les gens essaient de projeter comme un succès. Ne sois pas influencé. D'ailleurs, je suis pas sur Facebook depuis 7 ans, 7 ans où j'ai l'obligation d'avoir un compte pour pouvoir m'occuper des comptes médias ou la page Facebook de Delphi, mais c'est à peu près tout. Oui, ne pas être trop axé sur la partie virtuelle et être bien ancré dans le réel. C'est important surtout aujourd'hui. Ouais. Définis pas les objectifs par rapport à ce que la société attend de toi. Définis tes propres objectifs, parie sur toi, 100%. T'as qu'une vie, tu peux pas regretter. Bien sûr, tu peux avoir des contraintes familiales qui t'empêchent de pouvoir faire le même investissement que quelqu'un d'autre. Créer une entreprise, ça demande beaucoup d'argent. L'image d'une start-up je peux créer une boîte avec 50 balles dans un garage. Ils n'avaient pas 50 balles. Bill Gates, il n'avait pas 50 balles. Il avait une grosse maman qui a fait un gros chèque avec un bon contrat IBM. Donc, l'image du start-upper qui n'a pas une thune, qui va pouvoir tout révolutionner depuis un garage. Les belles images comme ça, quand tu creuses derrière, tu te rends compte qu'il y a toujours une histoire, qu'il y a quand même c'est parfois un luxe de créer une entreprise. Ça demande d'avoir un network personnel très important. Tiens, ça fait un autre conseil que m'avait donné Ophir qui était difficile à écouter, mais qui est important. Donc, tu as un network personnel et un peu d'argent sur ton compte en banque. Mais c'était ça l'autre partie, c'était le network. Un truc, une connerie énorme que je faisais, que j'essaie de moins faire, qui est pas politiquement correct. Mais en gros, les gens avec qui tu passes du temps, tu deviendras comme eux. Donc, si tu passes ton temps avec des gens, des super potes, à boire des coups, tu vas avoir le même niveau que les personnes avec qui tu passes ton temps pour boire des coups. Et ce que tu fais avec eux, c'est-à-dire boire des coups, ça définit qui tu es. Et quand tu es en corporate, souvent, tu as le stress du boulot, tu n'es pas content, donc tu essaies de voir tes contacts dans l'entreprise, des gens avec qui prendre un verre pour dire, tu sais, le projet se fait chier, machin truc, broyer du noir, te vider un peu le cerveau et rentrer à la maison tranquille. C'est vraiment néfaste pour toi. Tu dois absolument t'éliminer d'être en contact avec des gens. Parfois, c'est toi-même qui as le mauvais comportement. Il faut pas mettre la faute sur l'autre. Mais sois intéressant pour les autres et quelque chose à partager et à apprendre. Et entoure-toi de gens qui ont quelque chose à t'apprendre. Sinon, tu as très peu de temps disponible. Et plus tu es engagé dans une vie familiale, tu n'as plus de temps pour toi.
Donc, sois vraiment radin avec ton temps, pas avec ton argent, avec ton temps, comment tu l'investis sur les personnes avec qui tu passes du temps. C'est très facile de passer du temps avec des gens qui sont sympas, mais qui ne te tirent pas vers le haut et que tu ne tires pas vers le haut. Et donc, tu vas plateauer. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Ça veut dire que tu dois faire du nettoyage. Cleaner un network et pour n'avoir que des gens inspirants. C'est la partie qui est politiquement pas correcte. Donc, en tout cas, en fonction de ton objectif, entoure-toi de personnes. Si tu as peu de temps, et généralement, tu as peu de temps disponible, si tu veux vraiment atteindre ton objectif, tu dois avoir un sacrifice vie privée, vie pro qui est intense. Donc, quand tu fais tant ce sacrifice, sois grateful. Parce que c'est des gens qui sont ta famille qui font ce sacrifice aussi. Donc, sois grateful du temps que tu ne leur dédies plus et distribue ces minutes de temps à des personnes c'est un bon sacrifice. Je dis pas partage ton temps qu'avec des gens qui sont, il n'y a pas de snobisme de ce côté-là, ou pas d'utilitarisme en disant je suis entouré que de gens avec qui que je peux utiliser. Ce serait une vision qui serait néfaste, mais c'est une vision positive. Entoure-toi de gens à qui tu peux apporter quelque chose et qui en retour peuvent t'apporter quelque chose en termes de développement, d'accomplissement, de ta mission que tu t'es définie. Bien sûr. Et ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas. Quand je suis sorti du corporate, j'ai regardé mon network. J'avais un réseau LinkedIn de malade avec que des mecs qui avaient des titres plus jolis les uns que les autres, qui font rêver n'importe quel subdeco. Des EVP, des DVP dans tous les sens. Je regarde et puis je me dis, mais qui est capable de prendre une décision pour qu'on puisse travailler ensemble? Il n'y en avait aucun qui avait un pouvoir de décision. Ils étaient tous dans le ventre mou du corporate où les gens te parlent parce que tu as un logo sur ton CV, mais le jour où tu n'as pas le logo sur ce CV, tu n'existes plus. Tu leur demandes de savoir est-ce qu'on peut travailler ensemble sur un truc, ils disparaissent du jour au lendemain. Ils sont là pour prendre des bières, mais ils ne sont pas du tout là pour faire du vrai travail. Et tu t'en rends compte un peu tard qu'en fait, tu n'as pas eu une approche stratégique du réseau que tu construis. Alors, il y a des gens qui sont très bons pour ça. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis pas bon. Et c'est des leçons qui sont utiles pour moi. Et peut-être que la plupart des gens qui écouteront ton podcast, c'est une évidence et ils le font. Voilà, c'est ce qui est utile pour moi, c'est par rapport à mes propres faiblesses. C'est tout. Voilà. Est-ce que tu as un indispensable, un média, un livre qui t'accompagne au quotidien ou qui t'a amené des connaissances à un moment et qui est un livre de chevet, si on peut dire? En fait, je lis peu. J'écoute quelques podcasts pour pouvoir m'ouvrir l'esprit sur des sujets. C'est vrai que parce qu'en fait, meilleure chose, si je devais partir tout seul sur une île déserte, encore une fois, je pars avec mon cofondateur. La première fois que je l'ai rencontré, il venait me démarcher parce qu'il avait une société de service, un software. On a pris un Starbucks dans les bureaux de Samsung, 4h de l'après-midi. On a arrêté de parler à 7h30, 8h du matin quand il devait partir prendre l'avion. On a habité ensemble pendant plus d'un an et demi pendant qu'on construisait la start-up, comme deux gamins qui sortaient de l'école et qui prenaient un appartement ensemble pour pouvoir prendre leur premier job. Donc, encore une fois, c'est pas quoi, c'est qui. Et mon cofondateur, c'est la personne avec qui je partirais pour ce genre de ta question. Sinon, évidemment, femme, enfant, rien. Mais honnêtement, par rapport à la question que tu avais tournée, il faut savoir s'entourer de la bonne personne. Et quand t'en as pas besoin des milliers, mais quand t'en as une, tu restes très, très proche de cette personne-là. Le reste, tout va et vient. Des podcasts qui sont sympas, un bouquin qui est rigolo, des films. Je me lave le cerveau énormément avec des humoristes américains qui font un humour cynique au possible, parce que ça me fait marrer. Puis ça améliore un peu mon anglais. Et donc voilà. Donc non, j'utilise des podcasts pour écouter des humoristes cyniques qui me permettent de me déconnecter quand j'ai besoin de me déconnecter. Est-ce que tu as un conseil à une personne qui souhaite entreprendre à l'international? C'est les mêmes conseils que sur le marché domestique. C'est why you, why now, why this. C'est toujours la chose. Donc, faut que tu sois relevant. Hein, c'est tout. C'est la même recette. C'est la même recette qu'au national, sauf que tu pourrais avoir un handicap de langue ou un handicap de savoir de network, mais c'est la même chose. Et pour toi, le meilleur qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
C'est créer une boîte, c'est une mission. Il faut déjà que tu aies une idée de... faut que tu sois, en gros, un ayatollah de la mission de ton entreprise, que tu aies un North Star. C'est quoi que tu veux faire? Ça ne va pas être extrêmement précis, hein, mais une North Star, c'est moi, je veux régler ce problème-là. La manière dont tu vas vouloir le régler, ça va changer de toute façon. Toutes tes idées sur c'est quoi le produit que tu voulais lancer, c'est quoi le business model, c'est quoi le canal, tout ça, ça va changer. Mais la North Star, en gros, c'est quoi le vrai problème que tu veux résoudre? Et tu dois maîtriser ce problème, tu dois le connaître inside out. Vendre, c'est résoudre un problème. C'est pour ça que quelqu'un te donne de l'argent pour pouvoir prendre ou utiliser ton produit. Donc, il faut que tu sois le champion du monde de ce problème. Donc, tu choisis ton problème et tu te donnes à 100% sur trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour le résoudre. Mais tu deviens le meilleur. Ta philosophie, c'est « je ne vis que pour résoudre ce problème ». Tout. Voilà. À 100%. Donne-toi à 100%. Hein. Toujours revient un truc. Ouais, 100% all-in sur un problème. C'est le fil rouge de cet échange, se consacrer à fond à un projet et consacrer toute son énergie. Tapis. Alors, on va le faire à la française parce qu'il faut pas loi tout bon. C'est pas All In Podcast, qui est un podcast assez fun. C'est tu fasses tapis. Tu dois être prêt à faire tapis sur le problème que tu as choisi de résoudre, de tenter de résoudre. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un prochain épisode du podcast des Leaders sans frontières? Je vais faire promo à part mon cofondateur qui est génial. Il est c'est tellement un bon communicant. Une entreprise qui est intéressante sur le secteur, encore une fois, tu as François Cadieux à Singapour, qui a créé Elint, une startup spécialisée sur la gestion des migraines, qui a 3-6 millions de patients à travers le monde. Il a fait un travail très intéressant. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut te contacter sur LinkedIn si on souhaite t'envoyer un message? LinkedIn, facile, hein, Jean-François Lagour. Je ne suis pas sur Facebook, en tout cas, je n'y vais jamais. Et Twitter, j'y vais très peu. X maintenant. X, ah oui, X, c'est vrai. Quel bon rebranding. Mais bon, c'est quelqu'un de très successful. Il est inspirant d'ailleurs, très inspirant comme fondateur, comme entrepreneur. Ouais, une histoire qui fait qu'on voit, on parlait qu'un entrepreneur tout à l'heure, des histoires d'entrepreneurs qui sortent des garages. Il y a eu plusieurs sociétés avant d'arriver à Tesla, SpaceX, etc. Ouais, très inspirant. Une startup que j'ai bien aimée parce que j'utilise le produit maintenant que je suis designer aussi, c'est Figma, la startup Figma. Oui. Elle n'est pas montée par des Français, mais l'histoire, celle-là, c'est une histoire qui est elle est belle. Elle est belle, la trajectoire de cet entrepreneur. C'est quand tu es un entrepreneur qui a envie de construire un produit et tu as envie de dire merde à tout le monde. Et ça, c'est ma vision. Je suis le conseil de personne. J'avance à fond, all-in. Tu verras l'histoire où ils ont refusé, ils ont levé tellement d'argent, ils ont refusé de monétiser tant qu'il n'était pas certain que son produit était parfait. C'est une trajectoire, ce produit, qui est un produit qui est magnifique, Figma. Il y a plein, moi je connais pas beaucoup de choses, hein, mais il y a quelques éléments comme ça qui m'ont impressionné, des entrepreneurs impressionnants, des produits, des entreprises impressionnantes. On en a parlé parce qu'il y a eu une grosse acquisition par Adobe. Mais faut faire attention. La plupart des autres startups qui sont annoncées, surtout en Asie du Sud-Est, c'est pollué par les levées de fonds. Donc, plus la levée de fonds est jolie, plus la startup est censée être successful, ce qui est faux. Il y a beaucoup de startups qui ne feront jamais de profit, y compris celles dans les locaux dans lesquels on est, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a quelques belles histoires, des pépites, et je pense qu'il y a quelques podcasts qui essaient d'identifier les histoires derrière des entreprises successful. Un podcast intéressant, Acquired, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et ils font une session d'1 heure à 3 heures sur l'histoire d'une entreprise et une seule. Ça peut être des très grandes entreprises. Et derrière, ils t'expliquent vraiment les rouages. Derrière la belle histoire d'un gros logo. Le dernier que j'ai écouté, c'était Lockheed Martin, c'était d'armement américaine. De comprendre comment les entrepreneurs derrière ont fait bankroot, ont dû vendre, se sont fait déposséder, les sacrifices, les exploits que ces entreprises ont fait d'un point de vue technologique.
C'est vraiment beau de comprendre la vie d'une entreprise, parce que comme toute histoire d'un pays, l'histoire qu'on nous vend, l'histoire d'une nation, c'est toujours très joli, c'est des images d'Épinal. Derrière, c'est sale. Derrière, c'est dur. C'est non optimisé. C'est des échecs réguliers, des beaux succès. Sinon, on n'en parlerait plus, serait morte cette entreprise. Donc, en fait, analyser la vie d'une entreprise, c'est un peu comme analyser l'histoire d'un pays. Sauf qu'il y a beaucoup moins d'informations, en fait. Tout le monde essaie de vendre une belle histoire, que tout était logique dès le départ. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours le bordel. Et c'est fun. Et chaque histoire est unique. Bien sûr. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir tourné ce podcast. Merci d'être venu à nous. Et puis, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est toujours là. Super. Utiliser le sheet. Tu es au Vietnam, tu vas bientôt pouvoir downloader l'application et prendre soin de ta santé. Super, mais je suis avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour rejoindre la communauté des Leaders sans frontières, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour repousser vos frontières et élargir vos horizons. Au revoir.